Dans le débrief aujourd'hui, j'ai convié Mathis Hamel, très heureuse de vous recevoir. Mathis, ça fait plusieurs fois que j'essaye, mais vous êtes sans arrêt par Mons et par vous à travers le monde. Mathis Hamel, consultant indépendant, parrain de la Guardia School, Cybersecurity School, je vais refaire, de la Guardia Cybersecurity School, donc une école dédiée à la cybersécurité. D'ailleurs, on avait reçu les fondateurs ici, une toute jeune école, ça se passe bien ? Ah super, ouais. J'étais avec eux hier encore, on faisait de l'entraînement compétitif, on les prépare pour les championnats d'Europe et ils s'en sortent bien. Ok, alors avec vous Alain Staron, fidèle du débrief. Bonjour Alain, Bonjour président Delphine. d'Artifil, je le rappelle. Et puis Julien Pillot, également un fidèle de Smartech, consultant, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, on va commencer avec cette année 2024 qui démarre avec des annonces en matière de réalité mixte. Des casques arrivent sur le marché. Alors, on en avait déjà, mais on en a des nouveaux, notamment un très attendu puisqu'il vient de chez Apple. Voilà, on nous dit que c'est l'excellence technologique qui débarque. Et visiblement, ça se passe plutôt bien hein, puisque Apple sera déjà en rupture de stock sur son casque Vision Pro, en tout cas d'après un consultant qui est plutôt bien informé généralement sur ce sujet. Et pourtant, un prix à 3 500 $. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une véritable attente sur les casques de réalité mixte selon vous ? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'aujourd'hui le marché est aligné en termes de prix et que ça devient abordable. Hein. C'est pas ça le sujet là. Mathis. On a effectivement, moi ça fait quelques années que je m'intéresse aussi à ce domaine-là. Moi j'ai un casque à la maison aussi de réalité virtuelle. C'est un domaine qui est très prometteur. Là aussi, l'Apple Vision Pro essaye de se démarquer en se mettant beaucoup plus sur l'aspect professionnel. Jusque-là, il y avait en réalité augmentée, il y avait Microsoft qui faisait HoloLens, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de flagship depuis quelques années sur ce genre de techno. Et donc le fait que Apple vienne au créneau, ça, c'est aussi un signe. On peut peut-être faire quand même un point parce qu'on parle casque de réalité virtuelle, ça fait de nombreuses années. La réalité augmentée, c'est plus du domaine professionnel où on affiche c'est ça, c'est des un éléments hologramme qui s'affiche virtuels sur le réel. Mais la réalité mixte, en fait, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit même de la réalité est retransmis à travers un écran. Donc on est dans une confusion, j'allais dire, entre le réel et le virtuel qui est parfaite et qui va permettre de développer des nouveaux usages quand même professionnels, mais autour de la création 3D. C'est ce que nous dit Sony avec son casque aussi qui est annoncé. C'est ça qui vous intéresse ? C'est des nouveaux usages Oui, pour l'entreprise, dans la créa ? Je pense effectivement que c'est le marché professionnel qui peut lancer vraiment ce marché très fort, parce que c'est vrai qu'au côté consommateur, ça peine à se lancer et on sent qu'il n'y a pas peut-être l'intérêt qui était attendu, même s'il y a quand même des beaux produits qui sortent sur le marché. Sur le monde professionnel, c'est vrai qu'on va avoir plus d'usage, plus de budget aussi, plus de créativité, qui vont faire que ça peut potentiellement déverrouiller ce secteur-là. Julien, vous y croyez, vous, à ce marché, au décollage en tout cas de ce marché-là cette année ? Pour un économiste, ça reste quand même un marché de niche. Hein. Ouais. On parle peut-être de 150 000 unités vendues, donc ça ne fait que confirmer une chose, c'est que les aficionados... Pas pour le Vision Pro, hein. Après on pourrait oui. ajouter les ventes de MetaQuest Pro Non, aussi. mais là, on parle d'un casque quand même un peu particulier, qui embarque des technologies qui sont particulières, mais aussi à un prix extrêmement particulier également, puisqu'on parle d'un casque à 3 500 €, dollars en entrée de gamme, Oui. et il y a une version un peu plus évoluée à quasiment 4 000 $. Donc ça ne fait que confirmer que finalement, parmi les clients d'Apple, il y a ce qu'on appelle des early adopters, et souvent effectivement dans une optique plutôt professionnelle, plutôt de développement B2B. Et pour que ce marché puisse devenir autre chose qu'une niche, ce qu'on lui souhaite, ça passera par un écosystème applicatif. D'où l'intérêt d'avoir des early adopters du côté plutôt programmatique de la force, plutôt professionnel de la force, qui vont développer les applications compatibles avec cet outil-là et qui vont peut-être derrière générer un confort d'usage, une valeur d'usage pour des personnes comme vous et moi. C'est avant tout un sujet finalement pour les développeurs. Hein. Je vais vous donner la parole, Alain, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet pour les devs dont vous êtes, Oui, Mathis. moi j'ai fait du dev sur des casques, sur le casque de réalité virtuelle que j'ai à la maison. Effectivement, c'est très amusant, ça déverrouille pas mal de choses. Alors c'est plus compliqué que de faire du développement de jeux classiques ou du développement d'appli sur ordi ou sur mobile. Mais on a en fait tellement de possibilités qui sont débloquées que ça va aussi potentiellement aider beaucoup de gens à développer des projets qu'ils ne pouvaient pas faire sur de l'informatique plus classique. Alors qu'en pense l'entrepreneur, disrupteur, Alain Staron ? Bravo Apple et merci Apple. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent un nouveau produit dans un marché. Les chiffres que j'ai, c'est un peu moins de 10 millions d'unités vendues en 2022, de casques, tout confondu. Tout confondu. Eux, ils visent 500 000 à l'année. Donc l'année où ils lancent, qu'ils fassent 5% du marché, chapeau.
Enfin, et l'iPhone a mis beaucoup plus de temps que ça à décoller. Mais Enfin, enfin, chapeau, c'est tout ce attends, on n'y est pas, mais, Non, mais et c'est les ambitions. 160 000. 160 à 180 000 Ouais. déjà. Alors avec un bémol quand même, c'est qu'apparemment il y a un certain nombre de bots qui en ont acheté un paquet pour les revendre en Chine. Ouais. Et donc on parle de quoi, 3000 appareils revendus en Chine avec une surcote de 1000 euros, de 1000 $ chacun. Ça fait 3 millions de dollars en plus. Donc voilà. Donc, À prendre un peu avec des pincettes sur le volume exact. sur tout à la fait. place qu'aura Apple sur ce marché, mais sur ce marché lui-même. Alors voilà, et l'autre nouveauté que je trouve très bien moi dans le Vision Pro, c'est ce mélange donc confusant de réalité mixte. Et le premier intérêt que j'y vois, mais tout ça est très projectif. En fait, on est en termes de cognition, on est encore au degré zéro de la cognition du fait de nos visions 3D. On écrit avec un papier, des écrans 2D, enfin voilà. Et en 3D, c'est très très compliqué. Ce qu'ils ont fait en permettant de tout faire en 3D, tout, c'est-à-dire inventer des trucs que vous allez inventer facilement, ça permet de repenser la manière dont on perçoit, non pas le réel, mais les modèles qu'on cherche à faire en maths, en physique, en chimie, en pharmacie, tout ça. Et ça, c'est une vraie révolution. Ça va intéresser les labos pharma, ça va intéresser les architectes, ça va intéresser les gens qui font des structures. Enfin, il y a un paquet de gens que ça va intéresser, pas du tout le grand public. Et ce sur quoi appelle SEMI, c'est la façon de pouvoir présenter des modèles cognitifs nouveaux, enfin une interface nouvelle pour développer de nouveaux modèles cognitifs. C'est fondamental pour nous. C'est ce qu'ils savent faire de mieux d'ailleurs. Et c'est ce que- L'iPhone, ça a été ça. Ça a été la possibilité, en renouvelant l'interface entre l'homme et la machine, de donner aux programmateurs la possibilité de renouveler finalement la façon dont on peut délivrer des services aux humains grâce à du tactile, de la mobilité, de la géolocalisation et Ouais, tout un tas de choses. Mais alors justement, Et- c'est pas resté que dans le monde professionnel. Ça Ah veut non, dire non. que nous aussi, Évidemment. nous sommes déjà quand même submergés. On en parlait hors plateau juste avant de démarrer l'émission. On est submergés par toutes ces notifications, tous ces messages, tout ce numérique qui envahit notre vie réelle. Comment ça va se passer quand on sera derrière le casque en immersion totale? Ouais. L'interface utilisateur va pas être triste quand même parce que même si on est face à face avec chacun un casque, je verrai votre image sur votre casque et pas, je vous verrai pas en vrai. Ça va être un peu compliqué. Donc là, il y aura un effort d'adaptation, mais c'est pas du tout à ça que je pense. Je pense vraiment à une manière nouvelle de concevoir le monde au sens virtuel, théorique, pas virtuel, théorique, au sens l'image qu'on se fait du monde. Et donc ça, c'est une vraie révolution qui va arriver, qui est pas du Oui, tout la découverte d'une nouvelle dimension. une nouvelle dimension. Ouais, ouais. Il y a tout un tas de films d'anticipation d'ailleurs qui donnent des projections de ce à quoi pourrait ressembler un monde dans Et lequel on les serait tous développeurs, connectés. Bon, Par ça ce fait type pas de- forcément rêver. Hein, Ça ne fait pas nécessairement rêver, mais encore une fois, l'ajout de valeur que pourront avoir les développeurs par le biais de ces nouvelles interfaces fera toute la différence entre un produit qui restera un produit de niche ou quelque chose qui va être amené à se massifier. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait tort de considérer que entre la réalité mixte, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, il y a une bataille de standards. Non, c'est pas assimilable à une bataille de standards parce que chacune de ces technologies va avoir ses usages qui lui seront propres. Ouais. Probablement que la réalité virtuelle sera plus des usages beaucoup plus orientés autour du gaming, de l'immersion totale, peut-être dans les métavers les plus immersifs, si on se projette vraiment très très loin, alors que la réalité augmentée aura probablement davantage d'applications dans le monde industriel. Donc il y aura des usages qui seront définis par la technologie. Et moi, j'imagine très bien un jeu vidéo dans un bar en réalité mixte. Tout à fait. Et je vous vois tous avec des armes de laser, des je sais pas quoi, des. Ouais, et en fait, moi, je pense au contraire qu'il y a un truc qui va gagner, c'est probablement la réalité mixte, et que les développeurs sont là pour accoucher parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Des produits, des features, des applications qui plairont et qui apporteront quelque chose au public. Donc Apple a vraiment besoin. Apple a fait la tambouille, il a fait l'appel. Il faut trouver la mine d'or. Ouais. Et ça posera aussi sans doute des nouveaux défis en matière de cybersécurité. Ah, ça oui. De toute façon, la cybersécurité, plus il y a de surface d'attaque potentielle, plus il y a de boulot pour nous. Donc, moi, je suis très content aussi. Mais effectivement, tous ces nouveaux produits, même les véhicules connectés, d'avoir de plus en plus de services de produits connectés à la maison et tout ça, bah, en fait, ça fait des vulnérabilités potentielles en plus qu'il va falloir protéger. Après, voilà, on ne va pas être dans un monde où on est piraté sans cesse et où le monde est dangereux parce que la cybersécurité saura s'adapter, mais effectivement, ça va être complexification du domaine, quoi. Le tracking de l'œil de Vision Pro, ça permet de mesurer le pouls, la tension, attention artérielle, pas seulement là, L', attention. Et donc, dans la santé,
de manière indirecte, on ne s'en rendra pas compte, mais on va être monitoré comme jamais. Il y a déjà des assurances aux États-Unis qui commencent à mettre des bonus sur le contrat si vous acceptez de leur transmettre en télémétrie les données de l'Apple Watch et tout ça, pour qu'ils s'assurent que vous êtes en bonne santé et du coup, Et alors le Heureusement, booster nous que sommes pas aux j'imagine sur États-Unis. l'économie de l'attention, Julien, puisque effectivement ce tracking hyper précis en permanence de là où on regarde, là où on clique, à quoi on joue, qu'est-ce qu'on fait, ça laisse des possibilités de nouveaux business quand même assez importantes. C'est extrêmement intrusif, mais on peut penser que le droit, de toute façon, va mettre quelques garde-fous et quelques limitations sur ce que les professionnels auront le droit de faire des données en question. Ouais. Et ça, pour le coup, je pense que l'économie d'attention, on est à la limite. C'est-à-dire que si j'ai un casque, je suis plus devant un écran, je suis devant un autre écran. Donc, j'ai pas de temps de cerveau disponible de plus. C'est le même. Je vais plus se valoriser parce qu'il y a plus d'infos sur moi, sauf que les cookies ont un peu du plomb dans l'aile et on peut pas faire ce qu'on veut avec le RGPD. Donc, je suis pas du tout sûr que ça aille très loin dans ce sens-là. Ça va qualifier un peu mieux. Ouais, ils vont être créatifs, je pense, dans la Oui, com et le je suis marketing. Et le législateur aussi. C'est vrai, mais peut-être un petit peu après coup, non? Bon, allez, deuxième sujet, l'accélération de Meta sur l'intelligence artificielle, puisque là, on va avoir une intégration de FAIR, donc l'historique laboratoire de recherche en IA du groupe Meta, à l'origine Facebook, qui va rejoindre donc cette division qui avait été créée très récemment autour de l'IA générative, avec cet objectif de mettre au point une intelligence artificielle générale. Alors là, attention, c'est le nouveau Graal, cette intelligence, donc qui ne sera plus spécialisée pour répondre à certaines questions dans certains domaines, mais qui sera capable de simuler cette intelligence humaine qu'on a quand même du mal à modéliser encore, mais visiblement, c'est cette direction vers laquelle nous allons. Et en tout cas, Yann Lequin du laboratoire FAIR y croit beaucoup. Alors, Mark Zuckerberg nous dit qu'il a toujours la volonté de faire cela de manière le plus ouverte possible. On peut s'en réjouir puisqu'on partage finalement les résultats de recherche avec le plus grand nombre. Est-ce que c'est pas aussi un danger? Est-ce que c'est responsable finalement, j'ai envie de vous demander, d'ouvrir ces recherches dans ce domaine à tout le monde? Alors ouvrir ces recherches-là à tout le monde, je pense que c'est fondamentalement pas une mauvaise idée parce que ça évite justement qu'il y ait un monopole sur ça. Après, moi, j'ai aussi toujours tendance à prendre avec un petit grain de sel les annonces de Meta. Donc, certes, sur l'intelligence artificielle, ils sont excellents. Ils ont un très bon labo, le FAIR, qui est d'ailleurs installé aussi en France, qui ont des très très bons chercheurs. Néanmoins, par exemple, on retiendra un petit peu le fiasco du métaverse de Meta, qui a entraîné un gaspillage de dizaines de milliards de dollars, si je ne dis pas de bêtises, qui finalement va être abandonné parce que voilà, c'est un gouffre sans fond, qui avait été en fait pour obtenir un effet d'annonce. Les deux peuvent avancer de pair. D'ailleurs, quand dans même, la communication, ils les ont rassemblés. Ouais. Oui, mais justement, Meta aime beaucoup profiter de ces effets d'annonce parce qu'ils savent que ça a énormément d'impact. Ils peuvent derrière récupérer de l'investissement, récupérer de la confiance populaire dans leurs nouveaux produits et tout ça. Néanmoins, on se rend compte que derrière, sur l'exécution, c'est pas forcément les champions. Julien? Après, on ne peut pas trop leur en vouloir d'être très en avance sur les marchés. Et il en ressort toujours quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qui a été investi dans le métavers, ça a probablement fait avancer la recherche fondamentale et appliquée. Et peut-être que c'est des choses qui ressortiront des cartons dans quelques années et sur lesquelles ils auront pris de l'avance, en fait. Mais en vérité, c'est vrai. Faire une annonce autour de l'intelligence artificielle générative, à portée générale, ça permet aussi de remettre un coup de projecteur sur la boîte, dire attention, on est sur des innovations qui nous projettent sur une stratégie de très long terme. Et, oui, parce qu'on les trouvait un petit peu à la traîne finalement, derrière OpenAI, Google. Exactement. Et donc du coup, effectivement, ça sécurise les investisseurs et éventuellement, ça peut attirer de nouveaux investisseurs dans la boîte à un moment donné où il y a besoin de cash pour mener et même des talents. Exactement. Parce qu'il va y avoir une vraie guerre sur les talents en IA. Oui. Mais il manque pas les talents en IA. En tout cas, il y a une capacité d'attractivité qui est très forte dans ces boîtes-là pour aller les chercher dès la sortie de leur formation. Donc les big tech ne sont pas les plus mal placés pour aller faire du recrutement, j'imagine. C'est ça. Mais malheureusement, les big tech, pour l'instant, on attend encore l'arrivée d'une big tech française qui fait de l'IA, parce que Facebook a un labo de recherche en France. C'est une boîte américaine fondamentalement, et on n'a pas de. On manque encore un petit peu de cette souveraineté-là. Il y a une entreprise très prometteuse là-dessus qui est plein d'anciens, notamment d'OpenAI et de Meta, là, qui ont monté une start-up qui s'appelle Mistral, qui est, à mon avis, un des très très bons candidats pour cette souveraineté-là.
mais on n'arrive encore pas à la cheville, que ce soit au niveau des budgets, au niveau des talents, de la quantité de talents qui sont recrutés et tout ça. On est vraiment à la traîne en Europe. C'est ça qui est dramatique quand même. Nos talents sont en train d'aider à enrichir les Américains. Pourquoi vous dites ça? Parce que tous les résultats des investissements sur Facebook, sur Meta, pardon, les bénéfices, ils vont où? Oui, mais on voit plutôt là, en ce moment, on rapatrie des talents. Parce qu'on cite Mistral, qui sont des anciens mais quand même. Parfait, mais voilà. Des GAFAM. Voilà. On a des investisseurs qui investissent désormais en Europe. On a l'impression là de se réapproprier quand même un sujet. On est petit encore. Hein. Oui. Non, moi, je voudrais mettre un coup de projecteur aussi sur un terme que tu as prononcé, Delphine, tout à l'heure, qui est le terme de la responsabilité. Oui, parce qu'il veut le faire de manière le plus responsable possible. Ouais, le plus responsable possible, mais alors, il faudrait qu'on parle de responsabilité environnementale, parce que dans le même discours qui suivait l'annonce, on a entendu qu'il se portait à cœur de 350 000 nouvelles cartes graphiques extrêmement puissantes de chez NVIDIA, et ça nous rappelle quand même que ces modèles d'intelligence artificielle sont extrêmement consommateurs en énergie, sont énormément demandeurs en fait en ressources, en capacité de calcul, et donc ont une empreinte environnementale qui n'est pas neutre. Et l'un des gros enjeux aussi dans les prochaines années pour ces entreprises-là, c'est de nous démontrer que finalement l'apport en matière de progrès économique, mais également de progrès de société que portent les dérivatifs de ces intelligences artificielles valent l'investissement et surtout le coût environnemental qu'il y a derrière. Ouais. Et là, il y a un vrai sujet. Oui, effectivement. Alors après, quand ils annoncent ces centaines de milliers de GPU NVIDIA hyper puissants pour faire du calcul de l'IA, là aussi, je pense que c'est une manière d'attirer les regards, les talents des devs chez eux. Enfin, je sais pas, ça vous fait rêver, non? Oui, effectivement, moi j'ai fait un petit peu d'IA par le passé. Avoir des jolis joujous comme ça pour développer des modèles, c'est effectivement quelque chose qui signifie que c'est du sérieux derrière et qu'il y a l'investissement qui est déjà fait. Il manque plus qu'à créer les réseaux de neurones qui vont derrière, qui vont pouvoir être entraînés. On a Après, GPT-5, il est prévu de faire aussi de l'IA. Tout le monde tend vers ça, oui. Tout le monde. Donc, ils ne sont pas forcément en avance. C'est pas le premier à faire l'annonce. Bon, alors ils nous disent quand même là que la MA 3 arrive et que ça va être le meilleur LLM tout court au monde. À tester, nous verrons. Après, il y a un vrai sujet de tout ça est un peu surfait. Parce que quand on est une intelligence générale, c'est-à-dire capable de répondre à tout, on fait rien d'autre que d'être capable de faire ce que l'expérience de Turing, qui disait à partir du moment où 70% des gens ne font pas de différence entre un humain et un bot, on atteint ça. Et c'est déjà le cas. On est selon les avec ChatGPT 4, on l'a atteint. Oui, mais après il y a la manière dont on entraîne ces IA qui diffèrent pour viser d'autres objectifs. Le résultat, c'est est-ce qu'on simule l'humain? Mais si on simule l'humain, qu'est-ce que ça apporte au fond? À part créer des clones dans les jeux, dans les mondes virtuels. Mais quel est le sens à tout ça? Eh oui. Alors, si je peux me permettre... Le blanc total. Non, si je peux me permettre, Benjo, qui est le Canadien équivalent à... Qui lui a plutôt envie de freiner d'ailleurs sur le développement des IA. Lui, clairement, il est vertical, il n'est pas horizontal. Il dit, je ne veux pas couvrir tous les modèles, je veux augmenter la complexité. Et en augmentant la complexité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un système qui va comprendre des trucs que l'humain ne comprend pas. Il prend l'analogie du chimpanzé. Quand on lui montre une maison, il ne sait pas ce que c'est qu'une maison. Nous, on sait qu'il a fallu la construire. Mais il y a des trucs qu'on voit sans comprendre. Et s'il y a suffisamment de réseaux de neurones, et ça c'est la vraie IA générale, absolument, qui est celle qui sera capable de comprendre des trucs qu'on ne comprend pas. C'est celle en laquelle croit Meta et Yann Lequin aussi, qui a dit que l'IA générative, c'est un truc, une mode qui allait rapidement passer. Je voulais, nous, d'ailleurs, qu'on passe au sujet d'après. Apple donc, serait prête à ouvrir sa puce NFC. Pourquoi? Bien parce que la Commission européenne lui met la pression sur Apple Pay, qui est le seul moyen de paiement sans contact sur un iPhone aujourd'hui. Autrement dit, ça ne laisse aucune place à la concurrence, ce qui n'est pas acceptable, bien évidemment. Sauf que Apple répond par des arguments de sécurité. Ouvrir un accès à la puce NFC, c'est mettre en danger, en fait, la sécurité sur les moyens de paiement. Oui, on trouve toujours des bonnes excuses pour se défendre contre le législateur. Après, ça m'évoque d'ailleurs, j'ai vu passer ça là aujourd'hui. Je ne sais plus quel fabricant d'imprimante a eu le même argument pour le fait qu'on ne puisse pas acheter des cartouches. Ils disent il y a des virus qui peuvent arriver depuis ces cartouches.
Bon, voilà, les arguments, on peut être d'accord ou pas. Apple est aussi a une position assez fréquemment anticoncurrentielle, notamment le store qui est pareil. Ils ont l'exclusivité. Tous les produits vendus sur Apple, ils prennent une commission de 30%, etc. Donc, Oui, mais on a quand même le sentiment d'être dans un environnement plus sécurisé quand on est sous iOS. C'est vrai aussi. C'est très contraint et du coup, on bénéficie de cette sécurité. Mais au bout d'un moment, où est-ce qu'on est prêt à aller ? Voilà, le Nokia 3310, c'est le plus sécurisé des appareils, si on suit cette définition. Oui, Julien, bon, il est temps de s'ouvrir à la concurrence. Ce système de licence, ça pourrait satisfaire les fournisseurs tiers, justement, qui pourraient... eux, c'est ce qu'ils réclament. Ça leur permet d'avoir un marché qui s'ouvre, alors qu'aujourd'hui, il est fermé. Ouais. Et Apple ne fait pas ça par gaieté de cœur, c'est juste qu'il doit se mettre en conformité avec le Digital Market Act, et qui, derrière... fixe des dispositions selon lesquelles il est interdit de forclore les marchés et à plus forte raison de conserver des monopoles indus dont on est en capacité de pouvoir abuser, notamment en fixant les conditions d'accès sur le plan technique ou tarifaire. Donc là, en fait, Apple n'a pas vraiment le choix. Il propose cet engagement qui a toutes les chances d'être accepté à la fois par les parties, mais également par la Commission européenne. C'est un engagement sur 10 ans, c'est un engagement uniquement sur 10 ans. Pour les fournisseurs européens. C'est un engagement sur 10 ans pour les fournisseurs européens. Et on va pouvoir mesurer les effets que ça va provoquer sur le marché. Est-ce qu'effectivement, il va y avoir de la concurrence ? Cette concurrence va-t-elle être capable de prendre des parts de marché à Apple Pay ? Et puis, est-ce que ça va avoir un impact sur la tarification des services de paiement, sur le niveau de commission que les intermédiaires prélèvent lorsqu'il y a des transactions qui sont réalisées par ce biais-là ? Alors, je dis pour les fournisseurs européens, non, ce sera valable dans l'espace économique européen. Ce n'est pas uniquement sur la nationalité du fournisseur. Pardon. Absolument. Oui, parce qu'aux US, on pourra utiliser si le fournisseur est européen. Je ne pense pas. L'accord qui est proposé, il est uniquement valable des acteurs européens dans l'espace économique. Si j'ai mon téléphone et que je vais aux États-Unis et j'utilise un autre portefeuille, je pourrais. C'est ce que j'ai lu. Mais enfin, c'est marginal. On vérifiera ça. Ouais, on vérifiera ça. Non, parce que ça change tout, parce que ça veut dire qu'il ouvrirait vraiment sa puce. Non, il faut avoir un passeport. Ça peut être les appareils aussi. Si toi, tu es utilisateur. Voilà, mais tu peux le faire. Oui. Ouais. En fait, c'est... Oui, voilà, c'est un peu... je trouve que le DMA est très bien foutu parce que fondamentalement, quand on est entrepreneur, on dit j'ai investi pour développer une plateforme, c'est normal que j'en bénéficie de l'exclusivité. Et le DMA dit il n'y a pas de problème jusqu'à un certain point. Et le point est largement dépassé. Ils ont c'est un quart des téléphones en circulation, c'est Apple. Hein, en attendant, on commence à voir les effets quand même de ces règlements européens là, de manière très concrète. Ça, c'est intéressant. Clairement, et le DMA permet d'appliquer de façon très efficiente des dispositions, des règles antitrust en fait, qui existent déjà sur les industries classiques dans la sphère numérique. Et ce que dit finalement la Commission européenne, c'est que en l'état actuel des choses, avec cet écosystème extrêmement fermé autour des produits Apple, Apple Pay a tous les atours, tous les apparats de ce qu'on appelle une facilité essentielle. Et une facilité essentielle, à un moment donné, il faut pouvoir la partager dans des conditions d'accès technique raisonnables et non discriminatoires, de façon à pouvoir créer de la concurrence là où aujourd'hui ça n'existe pas. Après, la vraie question, c'est est-ce que ça va marcher, quoi. On a beau ouvrir, on a beau dire ok, c'est gratuit, allez-y, les usages, c'est fort quand même. Enfin, il va falloir que je reprogramme ma montre et mon téléphone pour dire finalement je change de portefeuille. À charge aux fournisseurs de proposer une solution hyper ergonomique, efficace, sécurisée. Mais oui, mais ça reste sur la plateforme d'Apple. Donc à un moment, t'as pas toutes les clés. Allez, je voulais quand même que Mathis nous parle de cette attaque russe contre Microsoft avec des vols de mails, de documents de collaborateurs de Microsoft, des cadres et même des cadres qui travaillent dans les services juridiques. Enfin. Avec une attribution qui a été faite à un groupe de cybercriminels et une attaque qui sera liée à celle de SolarWinds, donc qui a quand même mis à mal des données au niveau international, finalement. Qu'est-ce qu'on sait de plus ? Qu'est-ce que vous savez, vous, Mathis Hamel, sur cette attaque et sur ces cybercriminels ? Donc c'est une attaque qui n'a pas été revendiquée, mais qui a été attribuée. C'est-à-dire que les services de sécurité de Microsoft ont dit avec une grande certitude que c'était cet acteur étatique russe. Donc c'est-à-dire que c'est un groupe de cybercriminels qui est sponsorisé, qui est financé par le gouvernement russe, c'est les services de renseignement. On a en fait depuis quelques années ce shift sur les cyberattaques
Historiquement, c'était beaucoup de cybercriminels, de petites frappes dans leur coin qui vont aller attaquer des petites entreprises, des choses comme ça, voire même des plus grandes entreprises, mais on restait en dehors de ces cercles-là, d'aller attaquer Microsoft, Google et tout ça. C'était extrêmement rare. Là, on commence à arriver, pour faire écho aussi à ce qui s'est passé chez SolarWinds, à attaquer des acteurs plus globaux et en fait qui vont être des sous-traitants d'énormément d'entreprises, notamment des services américains, donc des ministères, des choses comme ça. Tout ça pour pouvoir attaquer en fait une seule cible et pouvoir faire un rebond sur des milliers de cibles. SolarWinds, c'était un petit peu ça, donc c'est un système d'administration de réseaux et d'ordinateurs à distance qui était installé chez énormément de clients. Ce client-là, cette entreprise-là s'est fait attaquer. Il y a eu un virus qui a été introduit dans une mise à jour. Et pendant 1 an, ils s'en sont pas rendus compte. Donc pendant 1 an, il y avait ces mêmes acteurs russes qui avaient un petit peu un accès d'administration de l'œil qui voit tout dans énormément de réseaux, notamment le département de la justice américain. Ça avait fait pas mal de bruit. Et là, avec Microsoft, on s'y retrouve encore. Alors là, ils ont attaqué plus directement des individus pour récupérer des accès à des boîtes mail. Il n'y a pas eu de preuve de compromission à l'heure actuelle. Mais on peut se douter que déjà rien que des documents qui ont... On peut imaginer des résonances en Europe aussi ? Oui, Microsoft est aussi très très présent en Europe. Il y a des contrats même de l'État français, le gouvernement français sont très très amis aussi sur le déploiement de solutions techniques. Du coup, oui, s'il y a une compromission, la France sera aussi dedans. Et on a, espérons-le, toutes les forces de réaction qui sauront bien nous protéger et protéger les entreprises françaises. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à l'information. Et ça, on le doit à une directive assez récente de la SEC aux États-Unis qui, depuis juillet de l'an dernier, donc c'est vraiment très récent, exige des entreprises cotées qu'elles fassent publiquement savoir lorsqu'elles font l'objet en fait, de fuites de données ou de cyberattaques. Essentiel. Ouais. Ouais. Et sans ça, peut-être qu'on n'aurait rien su. Un mot de conclusion ? Il nous reste 30 secondes. On a changé de monde maintenant. C'est dans le cyber que ça se passe et ça se passe très violemment. Ouais. On a intérêt, je pense, à muscler toutes nos armées dans ce monde-là aussi, plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup à tous les trois, Mathis Hamel, Alain Staron, Julien Pillot. C'était Smartech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Bismart. À très vite.